Bonjour, c'est Philippe Gignac. Nous sommes présentement à l'émission Parlons avec nos vétérans. Puis aujourd'hui, nous avons comme invité des bons amis à moi, Christian Marmel. Bonjour, Christian. Bonjour. Pour un petit résumé, Christian Marmel, un ancien sergent de l'armée de terre. Ouais. Plus de, on va dire 24 ans de service environ. Oui, 24 ans, oui. Sortie volontaire. Oui, sortie volontaire médicale. Médicale. Aussi, tu as fait tes cours de formation, tu vas nous en parler un petit peu plus, mais par contre, tes missions opérationnelles que tu as fait Haïti, tu as fait Kaboul en Afghanistan, tu as fait Kandahar en Afghanistan, puis pour terminer, tu as été en Pologne. Oui, en Pologne. En Pologne, qu'on va revenir aussi avec les images là-dessus, puis un athlète exceptionnel des Forces armées canadiennes. Oui, oui. Parce que... il y en a probablement qui ne te connaissent pas, mais avec les images qu'ils vont voir par la suite, là, une couple d'années, je suis sûr qu'ils vont s'en souvenir. Avec plus de cheveux, ils vont s'en souvenir. C'est sûr, certain, mais tu passais tellement vite à la course que peut-être qu'ils n'ont pas eu le temps de te voir. Oui, c'est ça, ça se peut aussi. Mais qu'est-ce qui t'a fait, OK, là, Christian, là, qu'est-ce qui t'a fait que, bon, moi, là, aujourd'hui, là, je rentre dans les Forces canadiennes, là? Ton cheminement, grosso modo, là, avec tes cours de formation? Moi, pour commencer, j'étais un gars qui vient du Bas-Saint-Laurent. De Mont-Joli. Fait que nous, dans ce coin-là, en 94, il n'y avait pas beaucoup d'emplois. Fait qu'à ce moment-là, moi, j'allais à l'école. Puis avant d'aller au cégep, pour 94, je me suis dit que j'allais m'enrôler dans la réserve navale. À ce moment-là, je me suis enrôlé dans la réserve navale pour faire mon cours de recrue à Saint-Jean. Puis ça tombait bien parce que l'entrée au cégep à Rimouski se faisait le lundi après que je sois arrivé de mon cours de recrue. Fait que c'est comme ça que ça a commencé. Puis j'avais besoin d'un emploi pour payer là, mon année scolaire, en fait. Là. Fait que c'est comme ça que j'ai commencé. Fait que j'étais réserviste pour commencer. Réserviste de l'armée de terre? La marine. Fait que t'étais un invité. Oui, j'ai commencé marin. Ça n'a pas duré longtemps. Ça a duré jusqu'en décembre. OK. J'ai vu que le cégep, c'était pas pour moi. Alors, je me suis dit que j'allais transférer dans la régulière. L'armée régulière, là, pour la différence, faire une petite parenthèse, là, finalement, là, c'est que les réservistes, eux autres, ils sont comme sous appel, puis ils travaillent les fins de semaine. Lorsqu'on manque d'effectifs en mission, lors d'exercice, bien, on les appelle, puis ils viennent nous prêter main forte. C'est des soldats, mais entre parenthèses, on peut dire un peu, pas de week-end, mais sur appel. Il y a des réservistes qui sont temps plein, ils ont des contrats temps plein. Mais les régulières, tu es régulier 24 heures sur 24. C'est ça. Comme qu'on voit, qu'on dit l'armée là, régulière. Ouais, c'est ça. Laisse continuer. Puis c'est ça. Là, une fois que j'ai retourné au centre de recrutement pour voir les métiers qu'il y avait, moi, j'avais appliqué pour certains métiers de combat. Puis à un moment donné, avant les fêtes, ils m'ont appelé pour m'offrir là, le poste d'artilleur. Là, j'étais fou bien raide. Là. Fait qu'à ce moment-là, moi, j'ai dit oui tout de suite. Fait que je me suis enrôlé comme artilleur en décembre 94. C'est à partir là. Donc là, tu es parti de ton petit coin. Oui, jusqu'à Shiloh. Jusqu'à Shiloh, Manitoba. C'est beaucoup d'heures de route. Tu as fait ça en avion. En avion, OK. Parti de Mont-Joli en avion jusqu'à Montréal, puis Montréal-Winnipeg, puis on était 3 d'un petit Cessna pour atterrir à Brandon. Brandon. Puis je pense il ventait en maudit. On se connaît beaucoup parce qu'on a fait notre même cours d'artilleur ensemble. Fait que je me souviens que c'était dans le moins 60. Hein? Ah ouais, on restait pas dehors longtemps. C'est qu'est-ce qui t'a pas choqué, mais qui dit OK, là, je suis pas sorti du bois, là, le cours de recrue est fini, là, puis là, je m'en fais mon cours de métier, je suis fou comme de la merde. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé là, quand tu as vu, tu as vu une nouvelle gang? Oui. Puis tu vois des nouveaux instructeurs qui, c'est ceux qui t'aiment pas. Explique-moi ça un peu. Ben, ça a bien été quand même parce que quand la gang est arrivée, ben moi je suis arrivé des premiers, fait que j'avais rien, il a fallu m'habiller de A à Z. Une fois que ça c'était fait, la gang est arrivée. C'est sûr que le temps que le monde arrive et tout ça, tu te demandes où est-ce que tu es parce qu'il n'y avait vraiment rien. Là. Ça se compare pas aujourd'hui, là, mais dans ce temps-là, tu avais les Allemands. Il y avait les Allemands qui étaient sur la base. Oui, encore avec leurs gros chars, là, les bateaux. Finalement, c'est une base allemande à travers de la base canadienne. Canadienne, oui. Puis qui avait l'artillerie là-bas, le 1RCHA, qui venait juste de revenir de l'Allemagne.
eux autres aussi. Fait que c'est ça, là. Tu te demandes qu'est-ce que tu fais là. Mais, tu sais, j'étais jeune, fait que je me suis dit, bon. On n'a plus rien à perdre en rendu là. Une fois rendu là, il n'y a plus rien à perdre. Fait que les premiers matins, là. Ouais, c'était. Les premiers matins, là, on se lève puis on va manger, là. Moi, en tout cas, moi, je ne l'ai pas trouvé drôle, là, mais explique-moi toi, là. Ben moi, c'était pareil un peu, là. Mais tu sais, une fois que la gang était embarquée, on suit, tu sais. C'est ça qu'on faisait pas mal. C'est ça qu'on avait bien du fun. On était une gang de gars ensemble, là, on avait 2 filles avec nous autres. Je me rappelle de ça, on a eu bien du fun. Ouais, je me rappelle encore quand on était en exercice, puis c'était à Porcupine, parce que je connais un peu les endroits, parce que j'ai travaillé là-bas pendant 8 ans. Porcupine, puis j'entendais le gars pleurer en haut de la montagne tellement qu'il faisait froid. Ah ouais. Je m'en rappelle encore. Fait que c'était vraiment pas évident. Mais on parle des années 90, là. Hein? Ouais, Tu t'en souviens, on n'avait pas de Gore-Tex, on n'avait pas des gants que l'eau ne rentre pas dedans. Non. Quand tu étais mouillé, ton sleeping bag était mouillé pour 2 semaines. Hein? Puis quand tu ne pouvais pas bouger durant 2 semaines. Avec le recul, tu sais, probablement, nous autres, on avait le sourire en coin là, quand le gars pleurait parce qu'il avait fret. Là. Mais avec le recul, là, tu te dis, on le comprenait. Là, là, on n'avait pas le sourire en coin pour rire de lui. Je pense que c'était plus pour dire, une chance, c'est pas moi. Ouais, ben tu te dis, ouais, c'est ça. Je dis, mon Dieu, une chance que c'est pas moi. Là. Parce que je me voyais pas en haut là à moins 40. Tu peux plus te sauver, là, il faut que tu restes là. Non, t'as pas le choix. Hein. Fait que là, on finit Shiloh, Manitoba. Ouais. On prend l'avion. On s'en va à BFC Valcartier. Oui, ça c'était en 95. Ça c'est mai 95. Ça a quand même été assez vite. Je me rappellerai toujours du briefing qu'on a eu de l'adjudant-chef à ce moment-là. Mon Dieu, il nous avait formés en moton en avant. Puis lui, il disait que ce qu'il n'aimait pas des nouveaux, c'est des bandits, des voleurs, puis le monde qui arrive en retard. Je vais le dire ça comme ça parce que lui, la manière qu'il l'avait dit, c'était assez rough, là. C'était un petit peu plus cru, hein? Ouais, c'était un petit peu plus cru. Fait que, puis il disait, payez vos factures, puis c'est ça. Il dit, moi, je suis pas votre main, remboursez-vous. Fait que c'était pas mal ça. Fait qu'on avait des chambres au 302 dans le temps. Ben, c'était des chambres célibataires parce que ceux qui venaient de la région de Québec, ils n'avaient pas besoin. Mais le monde de région, on pouvait pas. Nous autres, on ne pouvait pas aller bien loin parce qu'on gagnait à peine 18 000. Ça, c'est rendu à Valcartier parce que salaire recru, c'était 12 000. Hein? Oui, c'est ça. Je faisais 500 piastres clair par 2 semaines. C'est pas comparable à cette heure parce que maintenant, ils rentrent dans l'armée à 36 000. Là. C'est différent. Ben, tu sais, ils sont bien payés, puis ils sont chanceux. Ils sont chanceux, puis je pense que c'est nous autres qui avons contribué à ça aussi. Oh, là. Oui, ça a avancé. Ça avance. Mais là, on parle, là, on est en exercice. Oui. On fait Valcartier, puis là, on sort d'un exercice au Nouveau-Brunswick, environ 3-4 mois. On est tous brûlés. On s'en va en vacances d'été. Avant de partir en vacances, qu'est-ce qu'ils nous disent? Allez pas trop loin. Allez pas trop loin, on s'en va en Haïti. Oui, c'est ça. Là, moi, je me suis dit, Haïti, dans ma tête, j'avais une petite personne noire là, dans ma tête. Mais dans ma tête, là, les personnes qu'on voit à l'UNICEF, un peu, là, c'est ça que je voyais. Là. Mais je savais pas que c'était vraiment ça. Là. Quand on a atterri, là, explique-moi ce qui s'est passé là, quand tu es arrivé, tu es rentré dans ta tente, ta première patrouille. Explique-moi ça. Là. Ben, quand on est atterri de l'avion, la porte ouverte, ben, c'est sûr qu'il faisait chaud et humide, mais tu dis, wesh, c'est quoi ça sent ici? Fait que ça, la première, ça sent, c'est l'odeur des vidanges, l'odeur, là. Bidonville. C'est ça, d'Haïti, mais tu sais, j'avais 22 ans, je connais. C'est le plus loin que j'avais été, c'est là en Haïti. Fait que tu débarques, puis là, tu dis, bon, ben, on est parti pour un 6 mois. Quand on est arrivé dans nos tentes, c'était correct. On était bien installés. C'est sûr qu'on n'a pas l'air climatisé. Là, à ce temps-là, l'Internet n'existait pas. On était dans un line-up pour parler au téléphone. Je me rappelle bien, on avait 15 minutes. Ouais. Si tu dépasses ton 15 minutes, la ligne raccrochait. Fait que ça, je me rappelle de ça. C'était un téléphone aux 2 semaines. Hein? C'est ça, un téléphone aux 2 semaines. Puis ma première patrouille, mon Dieu, c'était pas mal ça. Là. C'était des patrouilles de 12 heures, je m'en souviens bien. Habituellement, c'était 6 heures, de midi à 6 heures, de 6 à minuit. Ça, c'était 6 heures. Oui. Mais ça allait terriblement vite.
Moi, je me souviens que ma première patrouille, qu'est-ce que j'ai pensé le plus, là? C'est s'il y a quelque chose qui ne va pas, je n'ai aucune idée comment revenir. Non, moi, c'est ouais. Tu étais assis dans un véhicule pendant 6 heures de temps, puis tu te disais, ben, on laisse le temps passer. Non, mais tu sais, la première patrouille, je n'étais pas capable de retrouver mon chemin. Tu sais, c'était Haïti, là, il ne faut pas se le cacher, c'est une population qui est capable, théoriquement, d'englober 100 000 personnes, puis il était 400 000 en 96. Oui, 96. Fait que là, quand tu te promenais avec ton camion-là, à la fin, on se retrouvait. Oui, c'est sûr qu'au début, on ne se retrouvait pas, là, parce que c'était nouveau. Là. Mais le temps qu'on se souvienne de l'AREA, puis des emplacements, puis on remarquait les bâtisses aussi, le bâtiment, puis tout ça. Là. Mais non, c'est quand même assez bien. C'est sûr qu'il y a des situations qui étaient assez bizarres, là, surtout les situations où eux autres, c'est des pratiquants au niveau là, vaudou. Du vaudou, hein, c'est ça, énormément. Fait que c'est sûr que quand tu arrives sur une situation où est-ce qu'il y a une madame qui essaie de transformer un monsieur en bœuf, puis le monsieur, lui, il a peur pour sa vie parce que la madame, elle veut le transformer. Nous autres, on riait, on était crampés ben raide. Puis là, tu dis, mais voyons, ça n'a pas de bon sens ce qui se passe ici. Fait que là, tu te disais, voyons, la madame veut le transformer en bœuf. Là, tu dis, mais voyons, c'est quoi ça? Là, j'ai dit, là, puis là, le monsieur, il avait peur pour sa vie, là, il avait vraiment peur. Puis là, il a fallu le transférer de véhicule parce qu'il allait frapper la madame. Fait que finalement, on a comme un peu pris action pour tasser le monsieur parce que la madame allait vraiment le transformer. Là. Tout le monde attendait de voir s'il allait se transformer. Puis on était aussi, on n'était pas là en temps de guerre. Là. Non, du tout. On était pour là revenir, pour on l'a pas dit. Humanitaire. Moi, c'est ça, c'était pour les Nations Unies. On était pour les Nations Unies, fait que, tu sais, on faisait notre possible, mais, tu sais, finalement, on faisait le rôle de la police, là. C'est ça. Bon, on faisait beaucoup de gestion au niveau de la police. On faisait la patrouille, la sécurité, ce qui entourait là, le palais présidentiel dans le temps, la garde au niveau du palais présidentiel. On a été aussi comment qu'on l'appelait ce monsieur-là? On a été une maison aussi où est-ce qu'on faisait la sécurité. Représentant secrétaire de l'ONU. C'est ça, le représentant secrétaire de l'ONU, on était là aussi. On aimait bien ça aller là parce qu'il y avait une piscine. Là. Fait que quand il s'en allait, on se baignait tous dans sa piscine. On riait bien de ça. Là. Fait qu'on avait bien du fun dans cette piscine-là. Fait que là, quand on est revenu au Canada, là, ton première semaine, là, c'est quoi ton choc culturel que tu as eu quand tu es revenu au Canada? Ben, ma blonde, dans le temps, elle allait tirer des vidanges, ses cochonneries dehors de l'auto, puis je l'ai chicané. Je disais, hey, tire pas ça dehors de l'auto parce que j'ai dit, c'est arrivé en Haïti, comment c'était, t'aurais jamais fait ça. Fait que j'ai dit, ramasse tes cochonneries. Fait que c'est la première réaction que j'ai eue. Ouais, ça, là, ça me. Beaucoup dire au monde, hey, arrêtez de jeter vos cochonneries à terre. Parce qu'ils n'ont pas vu là, comment c'était, des montagnes, ça, des égouts à ciel ouvert. Oui, c'est ça, ouais. Le monde tombait. Ben, le monde. En Haïti, on avait une fille qui avait marché dans une flaque d'eau, mais finalement, c'est avéré, c'était pas une flaque d'eau, c'était un trou. Fait qu'elle a calé jusqu'en dessous des aisselles. Fait qu'il a fallu qu'on la sorte de là puis qu'elle se désinfecte tellement que. Ah, puis elle avait été à l'isolement puis tout ça. Oui, c'est ça. Ouais. Ah, c'était vraiment toxique là-bas. Là. C'était pas drôle. C'était pas drôle, ça. Non. Fait que, après la pause, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va parler? Je vais parler de ton sport que tu as pratiqué, puis l'évolution, puis surtout, là, c'est parce que dans les hautes sphères de la course là, dans les Forces armées canadiennes. Ah, ben oui. Quand tu étais au 5e RAC, au 5e Régiment d'artillerie légère du Canada, tu étais déjà un coureur. Oui. Tu courais pour le plaisir, puis là, tu as décidé de t'en aller progressivement vers le professionnel. Explique-moi ça un peu, là, puis tes échelons, puis jusqu'où tu as été, là.
En fait, ça a commencé en 96. J'avais rencontré un gars, Yannick Vézina, en Haïti. Puis il m'a dit, Christian, il dit, hey, t'es vraiment bon. Puis dans la course à pied, il dit, m'a te présenté à Jacques Minguy. Mais j'ai dit, pas de problème, écoute, moi, j'étais tout seul. Fait que, puis un passe-temps, ben, j'avais pas de problème avec ça. Puis j'en faisais déjà beaucoup au cégep, puis à l'école. Fait qu'à ce moment-là, ça a commencé comme ça. J'ai commencé à m'entraîner au Club La Foulée à Québec. Puis de plus en plus, je me suis amélioré. Jusqu'à un moment donné que je performais vraiment bien. Mais lorsque tu performais bien, ton unité était au courant, là? Oui. Que là tu étais rendu un athlète de haut niveau. Là. Qu'est-ce qu'il faisait national. pour toi, là? Bien, ce qui était... Au moment où est-ce que ça allait vraiment bien, moi, j'avais fait une demande à mon régiment, au 5e RLC, si je pouvais avoir mon temps plein pour m'entraîner. Dans le fond, mon entraînement est devenu mon travail. Fait que c'est pas mal ça qui est arrivé. J'ai eu cette chance-là pendant 3 ans de temps de juste m'entraîner. Puis à partir de là, j'ai vraiment pris une coche là, énorme. Là. Ça a été Mais là, ça paraît. Là, tu as tombé, tu t'entraînais quand tu pouvais, puis là, tu t'entraînes. Oui, à temps plein. Fait que je participais plus aux exercices, plus aux missions. Tout ce que je faisais, c'est que je me levais le matin, je mettais mes souliers de course à pied, puis je m'en allais courir. Mes entraînements, là, c'était non-stop pendant 3 ans. Ouais, ça, c'était incroyable. Là. C'était un beau sport de l'artillerie. Ouais. Puis là, puis on a aussi là, les Olympiques civils, mais on a des Olympiques militaires aussi. Ouais. Fait que toi, là, tu t'en allais plus, c'est sûr, sur les Olympiques militaires, ça veut dire interarmées là, à travers le monde. Oui. Comment ça s'est fait, cette progression-là? Parce que tu as voyagé beaucoup avec ça. Oui, j'ai voyagé énormément. Avec l'armée, j'ai été à plusieurs courses à pied. Ça commençait avec l'Irlande en 99. J'ai très bien performé là-bas. C'est des cross-country. Fait que, au début, je courais beaucoup les cross-country. Ça a commencé en 99. Après, j'ai été en 2000. J'ai été en Floride, à Jacksonville. Puis tout en courant ces compétitions-là, je me suis amélioré beaucoup. J'ai fait des camps d'entraînement. Après la Floride, moi, je me préparais là, pour aller en Croatie là, pour courir le marathon pour les championnats du monde militaires. C'est comme les Olympiques militaires. Mais à ce moment-là, le calibre au niveau de la course à pied dans l'armée était quand même assez là, fort. Moi, à ce moment-là, je commençais. Alors, les standards, on était 3 qui avaient... On parle de quelles années, là? 99. 1999? Oui, on était 3-4 qui avaient fait les standards. Fait que moi, ils ne m'avaient pas choisi. Fait qu'ils m'avaient mis comme backup. Fait qu'à ce moment-là, ben moi, une fois qu'ils m'avaient mis backup, j'ai continué à m'entraîner énormément fort. Puis pour aller faire le marathon des Deux-Rives. Oui, cette année-là. Ouais. C'était un des premiers qu'il y avait à l'époque, là. Oui, marathon des Deux-Rives, oui. J'avais fini 2e. Puis... En 99, oui. Là, tu as fini 2e au premier marathon des Deux-Rives? Non, au 2e. Au 2e. Oui, au 2e. Puis par la suite, tu as eu beaucoup de titres honorifiques, tu as eu des plaques, tu as eu des mentions élogieuses au point de vue pour le sport. Ouais. Ça doit motiver encore plus. Tu dis, regarde, j'ai pas tout travaillé ça pour rien. Ouais. Tu pourrais nous montrer un peu tes plaques un peu, là? Bien, en 99, moi, ce qui est arrivé, c'est que j'ai été nommé à Valcartier, l'athlète de l'année à Valcartier, de l'armée de terre, puis... c'est ça, de l'armée de terre à Valcartier, pour faire en sorte qu'on puisse gagner là, l'athlète de l'année au niveau de la défense nationale, en 99. Mais je n'ai pas gagné cette année-là. En 2000, c'était une grosse année pour moi. J'ai regagné encore l'athlète à Valcartier, puis ce qui m'a amené là, athlète par excellence là, des Forces armées canadiennes. Tu peux le montrer là, ici? Oui. Puis c'était un gain important pour moi parce que ça m'a donné, en fait, là, ça fait chaud au cœur, c'était reconnu. Puis moi, cette année-là, en plus, décembre 2000, j'avais fait mon record personnel qui est devenu maintenant le record militaire là, sur marathon, 2h22. 2h22, marathon, 42,2. Oui, j'avais fait ça en Californie en 2000. Ouais. C'est bon.
2h22, ouais, qui est encore le record là, après 20 ans. Là. Qui n'a pas été battu encore? Non, pas été battu. Non, quand même, ouais. Ça fait un bout. Ah, ouais, c'est... Ouais, en 2000. Fait que ça fait un petit bout, là. Quand même, hein? Ouais. Là, tu continues à t'entraîner, puis là, tu es artilleur de campagne. Ouais. Puis là, tu décides, là, il faut changer de quoi là, dans ta carrière militaire? Ouais, quand même. En 2002, j'ai été faire un camp d'entraînement en altitude au Nouveau-Mexique. Là, je m'en allais à Boston pour faire mon standard olympique. Puis rendu à Boston, je me suis blessé. Fait que là, tu viens que tu mets les choses de côté. Puis c'est là que l'Afghanistan est comme arrivé en même temps, là, en 2003-2004. Là. Fait que moi, à ce moment-là, j'ai eu une opportunité d'aller en Afghanistan. Fait que je me suis en allé avec le UAV, formation là, avec le UAV. Là, Ça veut dire que ça, c'est finalement UAV, là, c'est les drones? Oui, les drones, oui. Okay. C'est le premier drone que le Canada a acheté, le gros drone. Puis nous, l'artillerie, on a été mandatés à aller à Kaboul pour aller travailler avec ça là-bas. Supporter l'infanterie. C'est ça, supporter l'infanterie, et ainsi de suite. Là. Puis, par la suite, t'as-tu changé de métier après Kaboul? Oui. Comment ça s'est passé? Une fois que je suis revenu de Kaboul, dans le temps, ma conjointe, Marie-Claude, elle s'est enrôlée dans l'armée comme supply dans la logistique. Fait qu'à ce moment-là, ce qui a amené un posting en dehors de la province de Québec, ce qui m'a fait retourner, en fait, au Manitoba, à Shiloh, Manitoba. Je me suis retrouvé avec le One RCHA en 2005 jusqu'en 2006. Puis moi, entre-temps, j'ai fait un changement de métier en 2005 et 2006, puis j'ai eu mon changement de métier en 2006. Mais qu'est-ce qui t'a apporté de changer de artilleur au métier, à un autre métier? Bien, le fait là, d'avoir fait de la course à pied pendant 3 ans, des choses comme ça, j'ai comme un peu perdu un peu la main dans l'artillerie. Puis moi, je me suis dit, à ce moment-là, je voulais profiter du moment de changer de métier parce que j'étais rendu là aussi.